Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans une histoire absolument fascinante, qui parle de famille de cœur, d'héritage et de quête de rédemption. C'est un récit super dense, qui vient vraiment bousculer la manière dont on perçoit les liens familiaux, le deuil et surtout la résilience humaine face aux pires traumatismes. Ce qui nous amène d'emblée à une question existentielle passionnante. Au fond, qu'est-ce qui définit vraiment un père? Est-ce que c'est la génétique, le sens du devoir ou tout simplement l'amour? Et pour essayer d'y répondre, on va observer ce qui se passe juste après un événement d'une violence inouïe. Première partie, la fin du chaos. La transition ici est juste brillante. Le contraste est total. D'un côté, on a ce quartier des hôtels complètement ravagé, une vraie nuit de chaos absolu, avec des flammes et des décombres. Et de l'autre côté, boum, on retrouve Glashart plongée dans un sommeil léthargique de 3 jours. Mais attention, elle se retrouve soudainement enveloppée dans une chaleur et une sérénité qu'elle n'avait jamais connue de sa vie. C'est une douceur hyper réconfortante, mais en même temps super terrifiante pour elle. C'est tellement nouveau et fragile qu'elle a une peur bleue de voir tout ça s'évaporer au moment où elle va se réveiller. Pendant ce temps-là, on a Xinan qui est complètement perdue, totalement déboussolée. Elle se retrouve placée sous la garde, disons un peu réticente, du gigantesque Umibozu. C'est un moment génial parce qu'entre ces murmures un peu lugubres, on assiste à ses tout premiers pas, forcément très maladroits, vers une vraie vie, à des kilomètres des lignes de front. Ce qui nous amène au point suivant, la partie 2, l'héritage de Ryo Saeba. On fait un petit bond dans le temps. 1 an plus tard, à la clinique du Katsai, l'ambiance est vraiment un ascenseur émotionnel. D'un côté, c'est le grand retour à la comédie, les vieilles habitudes un peu lourdes de Ryo refont surface de manière explosive, et bizarrement, ça provoque un choc nostalgique qui fait un bien fou à Kaori, au point qu'elle retrouve la force de dégainer son mythique marteau géant. Mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus sombre. Ryo fait face à une vraie angoisse existentielle. En tant que nettoyeur du milieu, il sait très bien qu'il n'aura pas de descendance. Il réalise que son unique moyen de laisser une trace sur Terre, son seul véritable héritage, ce serait le don d'organes. C'est quand même une réalisation hyper lourde. Mais toute cette quête de sens bascule complètement grâce à Xiangying. Alors qu'elle est en pleine convalescence et qu'elle tient à peine debout, elle brave littéralement la douleur physique pour venir s'excuser sincèrement auprès de Ryo. C'est un point de bascule. Ce moment scelle un lien tout neuf entre eux, un lien qui dépasse de très très loin la simple notion de devoir. On en arrive à la 3e partie, le prénom Xiangying. Cette connexion incroyable aboutit à une véritable renaissance. Cette terminée pour l'identité clinique est complètement déshumanisée de numéro 27. Le détail le plus fort ici, c'est le sens caché de son nouveau prénom. Si on traduit littéralement les idéogrammes de Xianying, ça veut dire le précieux enfant de Kaori, ou notre précieux enfant à tous les deux. Ça la lie pour l'éternité au couple mythique de Ryo et Kaori. D'ailleurs, le jour où elle sort de la clinique n'est pas vu comme une étape médicale. C'est carrément célébré comme le jour de sa vraie naissance. En parallèle, c'est super intéressant de voir la dynamique évoluer au Katsai. On a Xinghang qui passe son temps à chercher des poux à un falcon bien grognant, tout ça pour essayer de recréer un esprit de famille. Quand on mélange l'impertinence de Xinghang avec la gratitude infinie de Xiangying, il se passe un truc magique. Ce vieux repère austère pour mercenaires se transforme peu à peu en un véritable foyer improvisé, rempli de chaleur et de rire. Mais la réalité finit toujours par rattraper la fiction. Partie 4. Le sacrifice de Darren. Derrière cette façade un peu idyllique se cache un drame silencieux. Lee Darren, le père biologique, est littéralement broyé par la culpabilité. Et il prend une décision extrêmement radicale. Il cède officiellement la garde au Xiangying à Ryo. Mais surtout, il exige un secret absolu sur son identité biologique. Il choisit de s'effacer complètement de sa vie pour essayer de la protéger de son monde à lui. C'est vraiment le sacrifice ultime d'un père. Sauf que la génétique s'était tue. Lors d'un petit moment volé dans les rues de Shinjuku, alors qu'ils sont incognito, tout leur échappe. Ils se retrouvent dans une de ces fameuses cabines photos, les Purikura. C'est maladroit, c'est touchant, mais surtout, la ressemblance crève l'écran. Ils ont exactement les mêmes mimiques et on remarque surtout cette même difficulté partagée à sourire face à l'objectif. C'est silencieux, mais ça trahit indéniablement la force de leur lien de sang. Ce qui nous amène à fouiller un peu dans le passé, avec la 5e partie, le secret des jumeaux. C'est pendant des funérailles assez lourdes en émotions qu'on comprend d'où vient cette culpabilité écrasante. Le parcours de Darren est une vraie tragédie. Ça commence avec les exodes difficiles de la révolution culturelle, ensuite il rencontre Lin Xiangping, la mère de Xiangying, et puis vient son ascension fulgurante pour devenir tête de serpent, un grand chef de la pègre. Le paradoxe, c'est qu'au départ, son but c'était d'offrir une belle vie à sa famille, mais cette soif de pouvoir est devenue un piège et l'a transformé en un père totalement absent, détruisant au passage tout son équilibre familial.
Rongé par les regrets, Darren voit aujourd'hui la simple existence de Xiang Ying comme la preuve vivante de toutes ses négligences. S'effacer de l'équation, c'est pour lui la seule manière de racheter ses erreurs. C'est sa façon désespérée de lui acheter un avenir pur en gardant le silence. Et on arrive enfin à notre 6e et dernière partie, deux pères pour Xiang Ying. C'est là qu'on découvre la couche la plus inattendue et la plus touchante de ce casse-tête familial, la vérité sur son frère jumeau. Li Qiande a passé toute sa vie enfermé dans l'ombre monumentale de Darren. Mais coup de théâtre, il a trouvé son humanité à lui en profitant de voyages au Japon pour jouer secrètement le rôle du père dévoué auprès de Xiangjin. Il considérait cette gamine comme son propre trésor, lui offrant en cachette tout l'amour que le père officiel ne pouvait pas donner. C'est là que l'intelligence émotionnelle de l'histoire explose, avec un recadrage tout simplement magistral de Ryosei Eba. Plutôt que de voir cette situation comme un drame absolu, Ryo retourne la perspective. Il montre à Liang Xing qu'elle a un privilège incroyable, celui d'avoir reçu l'amour de deux papas au caractère complètement opposé. D'un côté, le père officiel, lointain, hyper sévère et protecteur. De l'autre, l'oncle secret, agissant dans l'ombre, infiniment généreux et complice. Les deux, chacun à leur manière, ont dédié leur vie à son bonheur. Alors, pour conclure ce décryptage, ça nous amène vraiment à réfléchir. Comment le simple fait d'accepter une identité familiale aussi complexe, aussi plurielle, permet-il de guérir les cicatrices d'un passé ultra-violent ? Cette capacité d'intégrer toutes ces figures parentales, qu'elles soient de sang, de cœur, choisies ou secrètes, ça redéfinit totalement notre conception de l'amour et de l'héritage. Mais bon, avec les vieux fantômes de la pègre qui refusent toujours de disparaître complètement, on est en droit de se demander. Jusqu'où cette magnifique résilience pourra-t-elle tenir ? C'est une question qui donne vraiment envie de découvrir la suite.